Vous connaissez Helium? Alors Helium, c'est un réseau IoT qui est un réseau crowdsourcé, c'est-à-dire un réseau qui est créé par des gens comme vous et moi, et qui a la particularité de fonctionner sur une blockchain, c'est-à-dire qu'il est associé à un token et qui a tout un système qui fait fonctionner ce réseau-là en utilisant donc cette blockchain et qui intègre donc des mécanismes de rémunération pour ceux qui installent le réseau et aussi pour facturer finalement la transmission de données dessus. Voilà. C'est quelque chose qui arrive depuis un peu plus de 6 mois et qui est présent en France depuis pareil 4-5 mois et qui vraiment est en train d'exploser aujourd'hui. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de comment ça marche, de précisément ce que c'est, j'ai fait plein de vidéos sur ce sujet-là. L'objectif en fait de cette vidéo, c'est de répondre à des questions qui sont hyper fréquentes pour les personnes qui arrivent en tant que mineurs, donc en tant que participants à ce réseau-là. Voilà, donc il y a des questions qui reviennent puisque les gens qui arrivent dessus ne sont pas des experts ni des réseaux IoT, ni de LoRaWAN, ni de l'ARF. Donc je vais essayer de répondre aux questions les plus classiques. Ça m'évitera de le faire en ligne une fois de plus ou 100 fois de plus, voilà, puisque beaucoup de monde arrive. Alors, tout d'abord, souvent, les gens se demandent ce que c'est qu'un mineur sur le réseau Helium, à quoi ça sert, et ainsi de suite. Alors, un mineur sur le réseau Helium, eh bien, c'est ce qu'on appelle un hotspot, qu'on pourrait appeler une gateway quand on est dans le monde LoRaWAN. C'est-à-dire, c'est un équipement qui permet d'émettre un signal radio ou surtout de capter des signaux radio. Voilà. Et dans ce mineur, il y a aussi, dans ce hotspot, pardon, il y a aussi un mineur, c'est-à-dire un petit ordinateur qui va faire le fonctionnement de la blockchain. Alors si on ouvrait le hotspot qui peut arriver, en fait on trouverait dedans deux choses. On trouverait une boîte un peu équivalente comme celle-là, qui est vraiment une gateway, c'est-à-dire vraiment un équipement LoRaWAN qui permet de communiquer. Donc c'est ça qui fait la communication radio. Et on trouverait de l'autre côté un petit ordinateur, et très souvent c'est un Raspberry Pi qui est à l'intérieur, donc soit un comme ça, soit un compute module, mais c'est un Raspberry Pi qui fait tourner le programme Helium qui permet de gérer la blockchain. Donc, pour que ça fonctionne, cet ensemble-là, il faut le relier sur Internet de façon à ce que tous les petits mineurs comme ça puissent dialoguer les uns avec les autres pour faire le fonctionnement de la blockchain. Alors, ce petit mineur, il réalise les opérations de minage, donc forcément, et donc pour ça, il faut qu'il ait une preuve de travail. Cette preuve de travail, quand on est dans le Bitcoin ou d'autres blockchains, elle se fait par de la puissance de calcul. Là, c'est pas le cas. La preuve de travail, elle se fait par une communication entre les mineurs. Alors ça, c'est important, parce que pour répondre à une deuxième question fréquente, qui est « si je suis tout seul dans ma ville, est-ce que ça peut fonctionner ?» Alors oui, ça va fonctionner, c'est-à-dire que tout seul dans la ville, eh bien, tu vas étendre le réseau autour de toi, tu vas créer de la couverture, et ça, c'est très bien dans le cadre du développement du réseau. Par contre, comme tu es tout seul, tu ne pourras pas faire cette preuve de travail, puisque la preuve de travail, elle passe par la communication avec d'autres hotspots. Et donc, par conséquent, la plupart des revenus que tu peux espérer étant par la preuve de travail, eh bien forcément, les revenus vont être très faibles avec un hotspot qui est tout seul. Donc, c'est assez important, soit de déployer deux hotspots dès le début, de façon à ce qu'ils communiquent ensemble et qu'on puisse avoir ces preuves de travail, soit de déployer un hotspot dans une zone qui est déjà couverte par un autre hotspot. Voilà. Le but étant pas de se mettre juste à côté, si on est trop près, ça marche pas. Il faut minimum 300 mètres entre deux hotspots pour qu'ils fonctionnent ensemble, mais de se mettre à une distance, alors 1 km c'est parfait, de façon à ce qu'ils puissent se voir, s'échanger des données et offrir une couverture du réseau qui soit globalement maximale. Voilà, donc souvent, voilà, regardez ça, c'est important. Pour arriver à placer son hotspot, il y a, alors c'est pas encore très bien alimenté, mais en tout cas, il y a des cartes de couverture qu'on va trouver sur mappers.helium.com. Ces cartes de couverture, elles vont indiquer avec des points rouges où sont les hotspots déjà en place. Donc ça permet de se donner une idée. Et comme je disais, grosso modo, entre 300 et 1 km de ces hotspots, on devrait avoir de la couverture et donc on peut placer un hotspot dessus. Et certaines personnes ont fait de la cartographie, c'est-à-dire sont venues alimenter cette carte avec une information des endroits où ça passe et des endroits où ça passe pas. Donc dans ce cas-là, on voit vraiment quelle est la couverture de chacun des hotspots et donc on peut se positionner quelque part dans la zone de couverture, plutôt sur les bords, dans la zone de couverture de ces hotspots. Voilà. Donc ça, c'est pour se répondre à la question, est-ce que ça vaut le coup que j'achète un hotspot et que je le déploie? En fonction de cette carte, on va le savoir. Alors ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de monde qui a acheté du matériel, mais le matériel traîne un peu à arriver. Donc du coup, il va y avoir une couverture qui va être très différente au moment où vous recevrez votre hotspot de celle qu'il y a aujourd'hui.
Donc c'est difficile de se projeter. C'est-à-dire que si aujourd'hui vous êtes dans une zone qui peut être couverte, bah, c'est super, vous êtes confiant, on va dire. Si par contre aujourd'hui il n'y a pas de couverture, en fait ça ne veut pas dire que d'ici 3 semaines ou 1 mois il n'y aura pas une couverture qui va apparaître. Et comme en ce moment, pour avoir des hotspots, il faut plutôt attendre 2 mois pour qu'ils soient livrés, et ben voilà, le paysage sera complètement différent. Donc c'est dur de répondre. Est-ce qu'il faut ou est-ce qu'il ne faut pas investir maintenant? Ça c'est vraiment votre choix. Mais il faut savoir que quand vous recevrez le matos, le paysage il aura quand même beaucoup changé. Voilà. Alors ensuite, on a pas mal de questions en général autour des antennes. Alors quand le système... Hop, faut que je la retrouve, j'ai mis une antenne, par là. Je ne l'ai plus. Ah zut, allez là. Hop. Quand on reçoit le hotspot, on a une antenne, alors c'est pas du tout celle-là, mais un peu de cette taille-là. Voilà, quand on prend un hotspot indoor, on a généralement une petite antenne comme ça, qui est une antenne qui peut être très bien, hein, c'est pas la question, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus performant. Et cette antenne-là, souvent, elle va sur un hotspot qui est fait pour être mis à l'intérieur. Alors la question qu'on a souvent, c'est est-ce que mon hotspot il doit être à l'intérieur ou à l'extérieur, et est-ce que je dois prendre un modèle intérieur ou un modèle extérieur? Donc déjà, ça c'est plusieurs questions qui ont des réponses qui sont différentes. Alors l'antenne, où est-ce qu'elle doit être placée? L'antenne, il est fortement conseillé de la mettre à l'extérieur. Ça, c'est un point qui est super important. En gros, pour vous donner une idée, avec une antenne intérieure, en général, on a une couverture de 300 mètres. Alors comme je vous ai dit que les hotspots, il fallait qu'ils soient au moins 300 mètres les uns des autres, bah, en gros, si vous avez des antennes intérieures l'un comme l'autre, il y a de grandes chances que vous soyez soit trop près si vous voyez, soit trop loin. Donc voilà, c'est quand même pas terrible. Donc éventuellement, si vous avez ça à l'intérieur et que les autres ont des antennes un peu plus performantes, peut-être que vous arriverez à vous voir. Mais voilà, franchement, c'est pas terrible. Donc l'antenne intérieure, je déconseille. Voilà. Par contre, on n'a pas forcément besoin de prendre un hotspot outdoor, qui est fait pour l'extérieur. On peut très bien mettre le hotspot à l'intérieur et avoir un câble d'antenne qui permet de sortir l'antenne. Donc si je prends un exemple, par exemple, voilà, une antenne, alors ça c'est pas cher, hein, c'est 5 ou 10 balles ou 15 balles, enfin un truc comme ça sur Amazon. Ça c'est une petite antenne avec un câble qui est un petit peu long. Hop, on vient le brancher derrière, on peut mettre ça sur un balcon à l'extérieur, faire passer le câble sous la porte-fenêtre. Et ça va changer complètement les choses. On va passer de 300 mètres à peut-être 1 ou 2 km de portée, ça dépend de la configuration dans laquelle on est. Donc ça c'est la base, on va dire. Après, on va passer sur des trucs un peu sérieux. C'est quand on veut vraiment faire de la couverture et maximiser le résultat. Bon, ça passe pas à l'écran. Voilà, si, ça passe à l'écran. Genre d'antenne, ça c'est une antenne rack avec un petit peu de gain. Ça c'est fait plutôt pour être mis sur un toit. Bon, on peut aussi l'installer sur un balcon. Voilà, et ça va être globalement très efficace en termes de couverture. On peut aller jusqu'à 10 km de couverture dans de bonnes conditions. Donc, plus l'antenne sera à l'extérieur et plus elle sera haute et plus autour d'elle sera dégagée, et plus la couverture sera grande, et plus la couverture est grande, plus ça veut dire qu'on voit d'autres hotspots qui sont autour, plus on communique avec eux, donc plus on fait de preuves de couverture, et donc plus la rentabilité de l'ensemble est intéressante, et plus la qualité du réseau aussi est bonne, bien entendu. Et c'est l'objectif qui est recherché. Donc l'antenne, c'est un point qui est important, et ça va globalement vous pousser à faire une installation vers l'extérieur. Donc le mineur, lui, la partie hotspot, elle peut rester à l'intérieur, mais moi franchement je le recommande parce que dans le mineur aujourd'hui il y a des Raspberry Pi. Les Raspberry Pi ça chauffe quand même plutôt beaucoup. C'est pas vraiment prévu pour être mis à l'extérieur. Donc en tout cas si vous le mettez dehors, moi je vous conseille de ne pas les mettre au soleil parce que sinon cet été ça va être un peu compliqué. Voilà, et donc si vous le gardez en intérieur, vous limitez globalement les risques sur le matériel. Après, vous pouvez prendre des versions outdoor. Les versions outdoor, c'est des mineurs qui sont étanches. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, en termes de contrôle de la température, très honnêtement, je garantis rien, perso. Encore une fois, s'il est exposé au soleil, c'est pas top. Donc si vous prenez ça, mettez-les plutôt à l'ombre. Voilà, c'est ma recommandation. Parce que je le sens pas le truc, je dois vous le dire. Voilà. Et comme c'est les mineurs outdoor, personne n'en a jamais vraiment mis sur le terrain, on pourrait avoir des mauvaises surprises. Après... faites ce que vous voulez, c'est juste un avis perso. Voilà. Donc voilà pour les questions matérielles. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas forcément tout de suite de faire le gros invest et tout ça, mais c'est plutôt voilà, démarrer avec le mineur tel qu'il arrive, le hotspot tel qu'il arrive. Sortez l'antenne très vite parce que vraiment en indoor, c'est vraiment la catastrophe. Mais petite antenne sur le balcon, voilà, pourquoi pas pour voir ce que ça donne. Et puis petit à petit, vous aurez envie d'améliorer le truc. Vous pourrez le faire aussi en fonction du nombre de hotspots qui arrivent autour de chez vous. Puis à un moment, peut-être que vous montrez l'antenne sur le toit. Voilà. Attardez pas trop parce que la rentabilité, enfin l'investissement de monter l'antenne, il peut être super rapide, mais voilà, tardez pas trop. Alors après d'autres questions au niveau de la radio, ces systèmes ils utilisent des fréquences radio qui sont libres.
donc il n'y a pas de législation particulière, enfin il y a une législation particulière, pardon, mais il n'y a pas d'autorisation spécifique à avoir ou autre pour déployer ce genre de matériel. Tout ce qu'il faut faire attention, c'est si on met une antenne avec du gain, cette antenne, avec son gain, il va falloir qu'au niveau du mineur, on puisse baisser la puissance d'émission de façon à ne pas envoyer plus de puissance que ce qui est autorisé. Voilà, donc si vous ne pouvez pas le régler au niveau du mineur, il vaut mieux mettre une antenne qui n'a pas de gain ou un gain très faible. Bon, sachant que si vous mettez 10 mètres de câble, vous aurez un peu de perte, donc il faut mettre une antenne avec un petit peu de gain. Mais il faut réfléchir à ce côté-là, sinon vous ne respectez pas la loi et c'est pas bien. Dans les autres questions qui viennent souvent, c'est en gros, c'est des ondes radio, donc qu'est-ce que ça va faire griller mon chien, quoi? Ou alors éventuellement dévorer mon enfant. Alors, je suis pas médecin, ce que je sais, c'est que personne n'a conclu qu'il y avait un risque au niveau des ondes radio, mais du coup on peut pas conclure l'inverse non plus. Donc je vais pas vous dire si dans l'absolu les ondes grillent les gens ou pas. Voilà. Mais par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les fréquences qu'on utilise, c'est du 868 MHz, c'est-à-dire c'est en gros les fréquences utilisées par les talkie-walkie des enfants, par les écoutes bébés, par la télécommande de garage, voilà, depuis des tonnes d'années. Que la puissance de ces antennes, elle est limitée. Elles peuvent émettre jusqu'à 27 dB dans certains cas, mais super rarement parce que c'est dans les communications descendantes. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça c'est vraiment genre en pratique. En théorie, ça pourrait être jusqu'à 10% du temps. En pratique, sur ce réseau-là, en plus, ça va plutôt être 0,001% du temps. Voilà. Et pour leur système de POC, elles vont émettre aussi de temps en temps. Alors des POC, il y en a 2 ou 4 par jour, je crois, maximum. Enfin, c'est à peu près cet ordre d'idée-là. Et ça dure 1 seconde ou 2 secondes, voilà, à peu près. Et la puissance, c'est 25 milliwatts. Voilà, donc 25 milliwatts, pour vous donner une idée, le Wi-Fi à la maison, c'est entre 250 et 1 watt, 250 milliwatts et 1 watt. Voilà, donc ça vous situe à peu près. Le Wi-Fi, il émet tout le temps. Voilà. Et là, ça va émettre 4 fois par jour pendant 2 secondes. Voilà. En fait, ce réseau-là, ces réseaux d'IoT, il faut comprendre, c'est des réseaux qui sont là pour recevoir de la donnée. De temps en temps, ils peuvent en renvoyer un tout petit peu, mais leur objectif, c'est de collecter des données. Voilà. Donc en fait, il y a très peu d'émissions. Bon, après, on peut même vous rajouter que si l'antenne est sur votre toit avec du gain, en fait, de la façon dont c'est fait au niveau rayonnement, là où il y a le moins de signal, c'est en dessous. Donc ça tombe plutôt bien. Voilà. Donc après, vous faites ce que vous voulez de ça, je m'en fous, je ne vais pas rentrer dans le débat. Moi, j'ai mes convictions, j'ai les antennes partout. Voilà. Mais voilà, sachez que si vous avez peur de cette antenne-là, inquiétez-vous vraiment pour les coups de bébé, pour le talkie-walkie et pour la télécommande de garage, ça va émettre beaucoup plus souvent et autant de puissance. Bon, je close cette information, et la question, elle revient super souvent. Voilà, donc voilà. Et dans tous les cas, si l'antenne est dehors, vous avez résolu 98% du problème, parce que la puissance qui va rester à l'intérieur de vos murs, ce sera genre 98% plus faible. Donc, encore une fois, si vous avez un doute, sortez l'antenne. Voilà, c'est le meilleur moyen que je puisse vous conseiller, c'est meilleur pour tout le monde. Et en plus, on ne se pose plus cette question. Voilà. Ensuite, dans les autres questions qu'on nous pose globalement assez souvent, c'est est-ce qu'il y a des différences entre les différents mineurs qu'il y a, puisqu'aujourd'hui il y a plusieurs marques qui font des hotspots. Ouais, je mets hotspots, mineurs, j'utilise les deux termes, mais on va dire que c'est la même chose. Donc les hotspots, il y a des racks. Donc ça c'est une marque chinoise qui est très connue dans le matos, dans le matériel. Ça fait très très longtemps qu'ils font des solutions pour faire du LoRaWAN, qui est la même technologie que celle qui est utilisée par Helium. Donc du coup c'est voilà, il y a ces gens qui savent faire du bon matos et tout, il n'y a pas de souci, c'était les premiers à faire les premiers mineurs. Ils ont pas mal de problèmes de livraison parce que la demande elle est juste gigantesque. Voilà, donc ceux-là on les connaît bien, ces mineurs-là. Ouais, ils sont globalement fiables, de bonne qualité et tout, il n'y a pas de souci avec, même si moi perso j'en ai pas encore reçu, donc ouais, j'ai pas regardé de près, mais je connais bien des gens qui les designent et du coup j'ai aucune inquiétude. Et puis c'est du matos qui est, voilà, je vous dis, super répandu. Après il y a les Nebra qui sont apparus. Les Nebra, elles sont anglaises. Voilà, c'est très similaire à l'intérieur en fait, parce qu'ils utilisent à peu près les mêmes cartes pour faire la partie LoRaWAN, ils utilisent des Raspberry Pi pareil, donc c'est assez similaire. Ce que je peux dire, c'est les Nebra, elles sont beaucoup plus récentes. On en a pourtant, pour l'instant, on n'en a jamais vu de produites, parce qu'elles sont en train d'être produites, elles devraient arriver bientôt.
Il n'y a pas de raison, parce que, voilà, comme je disais, on est sur du matos très standard. Voilà. Et puis après, il y a une autre marque, et zut, j'ai perdu son nom, qui est une marque américaine qui fait du matériel aussi. Et pareil, c'est la même chose en fait. Le boîtier va un peu changer, mais globalement, c'est le même matos. Voilà. Donc, pour moi, aujourd'hui, toutes, c'est exactement les mêmes. Ce qui changera bientôt, c'est qu'il y a des mineurs qui vont arriver, qui seront des mineurs light. Et il y a normalement Kerlink qui devrait sortir du matos dessus, qui est un français, donc ça c'est cool. Mais ça c'est un peu différent, et les mineurs light, ils fonctionnent pas tout à fait pareil en termes de revenus, ils n'ont pas la partie POC intégrée. Voilà, c'est plutôt pour étendre le réseau, et ils pourront bénéficier des communications par la suite. Voilà. Donc pour l'instant, voilà, si vous voulez participer à la blockchain, il vaut mieux rester sur les trois marques que j'ai citées. Il y en a une quatrième aussi, pardon, il y a une marque chinoise aussi, donc pareil, j'ai plus le nom en tête, qui fait des mineurs un peu difficiles à obtenir, parce qu'en fait ils sont réservés via une plateforme d'échange de crypto aujourd'hui. Voilà. Mais bon, en tout cas, entre les matériels qui existent aujourd'hui, il n'y a pas de trop de problèmes. Prenez ce qui est disponible, ce que vous pouvez avoir, ainsi de suite. Voilà. Pour la France, il y a un distributeur en France qui est RF Market, qui distribue des mineurs aujourd'hui du Nebra, peut-être d'autres demain. Voilà, ça peut être un choix pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec les problèmes de frais de douane et autres qu'il peut y avoir. Voilà, après, il les a pas forcément plus vite que les autres, mais voilà, c'est pas beaucoup plus cher, et puis en tout cas, vous n'avez pas cette question-là. Donc vous pouvez regarder aussi de ce côté. Une question qui est importante, qui revient souvent aussi, c'est si on prend par exemple RAK, ils ont plusieurs modèles qui se ressemblent. Il n'y en a qu'un seul qui est le mineur pour Helium. Il faut bien prendre du matériel LoRaWAN qui soit fait pour Helium. D'accord, les gateways qu'on trouve pour Helium classique, d'un point de vue radio, elles savent faire la même chose, mais elles n'ont pas à l'intérieur la partie Raspberry Pi, hein, elles n'ont pas la partie qui fait tourner la blockchain. Donc du coup, ça ne va pas être compatible et ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc il faut bien prendre le matériel qui est fait pour Helium, sinon ça ne marche pas. Voilà. En gros, si c'est dispo et qu'on peut vous l'envoyer sous une semaine, c'est que ça ne va pas être le bon matos aujourd'hui. Voilà. Petit truc là pour ne pas le louper. Il y a une autre question qui revient aussi, c'est est-ce que je dois prendre du 868 ou du 915? Donc en fait, est-ce que c'est une version Europe ou une version US? Il y a aussi une version chinoise. Bien prendre la version européenne pour la France. Hein. Si vous prenez du matériel fait pour les US, parce qu'il est dispo moins cher ou j'en sais rien, ou ça ne marchera pas. Voilà, c'est-à-dire que bon, déjà légalement, vous n'avez pas le droit d'utiliser ce matériel en France, c'est pas les mêmes fréquences, et vous allez utiliser des bandes de fréquences qui sont utilisées pour d'autres usages, genre les téléphones ou l'armée ou des trucs comme ça, donc c'est pas cool d'avoir ce type de matériel-là. Et par ailleurs, comme vous n'êtes pas sur la bonne fréquence, en fait, vous allez dialoguer tout seul dans le vide, puisqu'il n'y aura personne pour vous répondre. Voilà. Donc il faut bien prendre les modèles européens pour fonctionner. Et de la même façon, si vous prenez une antenne, il faut bien vous assurer que cette antenne soit une antenne de 868 MHz, qui est la norme européenne. Voilà. Bon, je crois que j'ai fait le tour des principales questions qui reviennent tous les 4 matins. Si j'en entends d'autres, je referai une petite vidéo pour compléter. Si vous voulez de l'information complémentaire là-dessus, franchement, l'endroit où il faut être, c'est sur Discord. Le Discord de Helium, il y a un channel FRFR, enfin France FR je crois, qui est l'endroit en fait où la communauté se réunit et pose ses questions, donc c'est vraiment the place to be. Je suis présent dessus, voilà, si vous me posez des questions. Après au niveau information sur le réseau, moi je fais du contenu, vous pouvez trouver sur ma chaîne YouTube et sur mon site web sur disque91.com. Donc voilà, vous pouvez aller lire des articles où là, en général, je suis plus dans la technique et je présente plus ce à quoi ça sert, comment ça marche, comment économiquement ça peut fonctionner et tout ça. Voilà, donc vous pouvez trouver cette info. Ah, puis j'oublie, la dernière question qui revient souvent aussi. Super, on a monté un réseau IoT, mais ça sert à quoi? Alors ça sert à faire communiquer des objets. Et des objets, enfin des capteurs qui vont remonter de l'information. Du coup, quand vous avez ce réseau chez vous ou à côté de chez vous, vous pouvez lui connecter des capteurs, je sais pas, un capteur de température, un capteur de présence pour faire une alarme, vous pouvez vous connecter, je sais pas, votre cave pour suivre la température et l'hygrométrie. Enfin, vous pouvez mettre des capteurs sur ce réseau-là. Vous avez juste à prendre du matériel compatible LoRaWAN et ça va fonctionner. Et puis après, faut le connecter sur ce réseau. Là, il y a pas mal de docks. C'est pas forcément hyper simple, hein, parce que ça dépend comment est fait le matériel et tout, mais il y a un peu de configuration potentiellement à faire.
mais en tout cas, voilà, c'est compatible, vous pouvez le faire, et c'est compatible avec, il y a des centaines de capteurs différents qui sont disponibles au catalogue, et qui peuvent être utilisés sur ce réseau-là. Voilà. Et les coûts de communication sur ce réseau sont très bas, c'est l'objectif, donc finalement, c'est assez insignifiant globalement sur l'ensemble du système. Ok, et bah écoutez, maintenant je vous dis à bientôt. Vous avez plein de contenu à votre dispo. Abonnez-vous à la chaîne aussi, n'hésitez pas parce que je postais du contenu sur le sujet un peu régulièrement. Et puis on se retrouve sur Discord ou sur disque91.com.